Bonsoir à tous, installez-vous. Bienvenue aux personnes qui ne travaillent pas chez MSF et bienvenue aussi aux collègues de MSF. Donc ce soir, nous avons le très grand plaisir de recevoir Jean-François Bayard. Jean-Françoois Bayard est un politologue. Il a travaillé au CERI, donc qui est l'Institut de recherche Paris Sciences Po et l'ENS. Et il travaille actuellement à l'IHDI de Genève. Il est professeur. Sa spécialité est la sociologie historique comparée du politique, en particulier en Afrique subsaharienne, en Turquie et en Iran. La sociologie historique comparée du politique, c'est une branche de la sociologie qui regroupe des travaux qui rendent compte des phénomènes politiques en mobilisant une approche historique et comparée. Alors, je vais revenir rapidement sur le titre de la conférence de ce soir. Donc, territoire. Jean-François Bayard va nous parler évidemment d'État, mais aussi plus généralement d'aire culturelle, de territoire géographique plus largement. Il va nous expliquer en quoi ça signifie de parler du Moyen-Orient ou de la Méditerranée et nous montrer en quoi ces territoires, ces aires culturelles ne sont pas une donnée objective, mais bien des entités relationnelles. Le titre donc, de la conférence de ce soir, il a à la fois la notion donc, d'illusion, enfin de territoire, mais aussi la notion d'illusion identitaire. Donc, illusion identitaire, c'est un ouvrage de Jean-François Bayard qu'il a écrit et publié pour la première fois en 1996. Dans cet ouvrage, il s'interroge comment penser le lien entre culture et politique sans tomber dans le piège du culturalisme et de l'identité. Donc ce soir, Jean-François Bayard va se poser la même question, comment on articule territoire et culture sans tomber dans le piège du culturalisme. Dans le livre L'illusion identitaire, Jean-François Bayard il définit très clairement ce qu'il entend par culturalisme. Nous entendons par culturalisme la propension à reconnaître à une culture définie de manière uniforme et anhistorique la capacité de déterminer l'action politique, économique, sociale ou autre de ses membres. Et puis il donne très rapidement l'exemple de la religion et du comportement de ses adeptes, du lien qu'on peut établir entre une religion et le comportement des croyants. Donc la réponse que Jean-François Bayard apporte à cette question donc, de l'articulation entre culture et territoire, elle se situe dans une approche méthodologique spécifique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'étudier et de comparer l'enchaînement des événements sociaux et historiques qui donnent à certains territoires leur spécificité. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Jean-François Bayard. Il va avoir 45 minutes pour présenter son exposé, à la suite duquel nous aurons un temps d'échange avec la salle. Et nous pourrons également l'interroger sur la situation de ses deux collègues du CERI qui sont détenus en Iran, Roland Marchal et Fariba Adelha. Donc, Roland Marchal était spécialiste des guerres civiles en Afrique subsaharienne et il a été pour MSF un partenaire de travail pendant plus d'une trentaine d'années. Je me permets donc d'ailleurs de vous signaler qu'il y a une pétition sur le site du Fonds d'analyse des sociétés politiques si vous souhaitez la signer et vous renseigner sur le sujet. Voilà, Jean-François Bayard, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de votre accueil et de votre présence en dépit des grèves qui ne facilitent pas forcément les déplacements. Donc on va essayer peut-être... oui, pardonnez-moi. On va essayer d'être le plus rapide possible pour ne pas retarder votre retour chez vous ce soir. J'ai une assez mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que vous n'avez pas d'identité. Mais j'ai une assez bonne nouvelle, c'est qu'apparemment on survit à ce défaut d'identité puisque vous êtes devant moi bien vivant et que moi aussi je n'ai pas d'identité et que je suis bien vivant. Alors pour vous en convaincre, je vous propose peut-être de réfléchir à ce que vous avez fait depuis ce matin
quand vous êtes levé. Bon, vous êtes levé dans une certaine situation, mari-femme, parents ou pas parents, etc. Ensuite, si vous êtes très pieux, vous êtes allé à la mosquée ou à l'église, donc vous êtes défini comme croyant. Ensuite, vous avez vaqué à vos occupations professionnelles avec des fonctions assez différentes, que vous soyez membre ou non de MSF. Ensuite, vous êtes allé peut-être chez le dentiste, qui est généralement une identité qui transcende toutes les autres, sauf si vous êtes très croyant. Et puis ce soir, vous êtes dans une situation d'auditeur d'une conférence, et donc vous avez une identification un peu différente de celle que vous aviez, par exemple, il y a 1 heure, quand vous accomplissiez votre tâche professionnelle. Vous avez un certain âge, ce qui n'est pas un âge certain, mais vous avez un certain âge. Donc derrière vous, il y a un morceau de vie dans lequel vous définissiez, ou vous étiez défini de manière assez différente de la manière dont vous vivez aujourd'hui. Et puis, statistiquement, il est probable qu'un jour, vous mourrez et vous continuerez d'une certaine manière à vivre par le regard que les survivants porteront sur vous. Bon. Et donc, il est extrêmement difficile, et même à mon avis impossible, de résumer ce que je viens d'évoquer rapidement par la notion d'identité. Parce qu'au fond, nous avons tous des identités très différentes suivant les situations dans lesquelles nous trouvons. Alors, je crois que ce petit retour sur image nous apprend d'emblée 3 choses. La première, c'est que l'identité est un événement plutôt qu'une essence. Et là, je fais allusion à une définition du concept par le philosophe Gilles Deleuze, que j'aime beaucoup. Il nous dit que le concept ne doit pas dire l'essence, mais l'événement. Alors l'événement, pas au sens Marignan 1515, hein, mais le processus, la dynamique, et non pas l'essence comme quelque chose d'intemporel, de fixe. Et effectivement, dans l'exemple un peu trivial que j'ai donné au début de mon propos, on voit bien qu'il n'y a pas une naissance, que vous n'êtes pas porteur d'une naissance identitaire, que vous n'avez cessé de produire de l'identité par les événements dans lesquels vous étiez, chez le dentiste, à l'église, à la synagogue ou je ne sais où. Et d'ailleurs, Freud, qui s'y connaît quand même plus ou moins en la matière, ne parle jamais d'identité, mais toujours d'identification. Et au fond, ce qu'on appelle l'identité, c'est effectivement un événement, c'est la manière dont on devient soi-même, sans trop savoir ce qu'on est d'ailleurs, et effectivement ce que l'on sera par le regard que les gens porteront sur nous ou portent sur nous dans le présent ou dans l'avenir. Donc premier point, l'identité est un événement plutôt qu'une essence, au sens de Deleuze. Deuxièmement, on l'a vu, l'identification, elle est toujours contextuelle, elle est toujours situationnelle. On est défini, on est identifié ou on s'identifie dans un contexte particulier. Patient chez le dentiste, élève à l'université, croyant à l'église, etc. C'est toujours dans un contexte particulier que l'on s'identifie ou que l'on est identifié. Et puis troisièmement, par définition, parce que l'identification est toujours situationnelle, parce qu'elle est toujours contextuelle, elle est toujours relationnelle. On s'identifie toujours par rapport à l'autre. Par rapport au médecin, par rapport à l'orateur ou par rapport au public, etc. etc. L'identité, elle parle beaucoup moins du soi que de notre relation à l'autre. Elle est toujours de type relationnel. Elle est toujours plutôt un rapport à l'autre qu'à soi. Alors, je vous demanderai de garder ces 3 points de méthode en tête, parce qu'il me semble que si on les intègre dans notre raisonnement, on comprend beaucoup mieux, effectivement, comment une action politique, économique, ou dans votre domaine sanitaire, par exemple en tant que médecin ou en tant que soignant, comment cette action a toujours une dimension culturelle.
Mais le paradoxe, c'est que le concept de culture ou le concept d'identité nous empêche de comprendre cette dimension culturelle que toute action a, fût-elle par exemple d'ordre médical. Je vais vous en donner un exemple assez direct, assez basique. L'acte politique de base, à peu près dans toutes les sociétés, c'est de tuer son adversaire politique. Le crime politique existe à peu près dans toutes les sociétés, y compris en France, par exemple. N'hésitez pas à regarder votre... y compris en France, nous avons des ministres qui ont été assassinés il n'y a pas si longtemps que cela. Donc ça, c'est un acte politique de base, à peu près universel, mais il a toujours une connotation culturelle, en ce sens que le mode opératoire de l'assassinat politique répond toujours à des techniques ou à des symboliques qui sont liées à une société donnée. Par exemple, au Kenya, quand vous tuez votre adversaire politique, généralement, vous le découpez en petits morceaux. En tout cas, dans la société Kikuyu. Bon. Pour reprendre le terme que m'avait confié un journaliste à propos du dernier meurtre de parlementaires au Kenya, dans les années 1980, si mes souvenirs sont bons, on l'avait retrouvé like a meatball, comme une boule de viande. A priori, en France, on n'agira pas de cette manière, on tuera autrement. On n'éprouvera pas le besoin de transformer l'adversaire politique que l'on a tué en boule de viande. En Sicile, vous allez tuer votre adversaire ou votre concurrent ou à la loupara avec une carabine sciée. Bon, ça fait partie, ou vous le coulerez dans le béton, qui est un mode opératoire assez peu fréquent, je pense, en France. Donc, pour cet acte politique de base ou économique de base, le meurtre, vous allez toujours faire intervenir des symboles culturels, mais, et je serai plus précis dans un moment, le concept de culture kikuyu ou française, etc., n'explique pas grand-chose. Parce que tous les Kikuyu ne découpent pas et ne mettent pas en boule de viande leurs adversaires politiques. Et par exemple, parce que tous les Français, ou qui estiment appartenir à la culture française, ne tuent pas leurs adversaires. Et s'ils le font, ils ne le feront pas forcément d'une manière complètement surdéterminée. Alors, ces quelques points devraient nous amener à 3 réflexions. Premièrement, précisément, ce que l'on appelle la culture et l'identité n'explique rien, ni politiquement, ni économiquement, ni en quoi que ce soit. Par exemple, il y a quelque temps, et encore aujourd'hui, on parle beaucoup des valeurs asiatiques, éventuellement du néo-confucianisme, pour expliquer, avec beaucoup de guillemets, parce qu'à mon avis ça n'explique rien, pour expliquer les prouesses des tigres ou des dragons, c'est des métaphores qu'on a souvent utilisées, des pays asiatiques. Le problème, c'est que le concept, par exemple, de néo-confucianisme a été utilisé par d'éminents collègues pour rendre compte de la Chine, on va dire, néo-stalinienne des années 1950, la Chine du grand bond en avant, la Chine des réformes de Deng Xiaoping à partir de 1978. Alors, une notion qui explique autant de choses différentes pose quand même un petit peu problème. Et puis, ce concept de néo-confucianisme est également supposé rendre compte de la République populaire de Chine aujourd'hui, de Hong Kong, on voit qu'il y a quand même des petits problèmes entre les deux, ou de Taïwan. Et Taïwan a un régime économique et politique complètement différent. Et d'ailleurs, Taïwan a elle-même changé de régime, passant de l'autoritarisme, d'un régime de facto de parti unique, celui du Kuomintang, à une démocratie multipartisane. Si vous parlez de culture coréenne, on a un peu de la peine à comprendre comment cette culture coréenne permet d'expliquer à la fois la Corée du Sud et la Corée du Nord. Si on met en avant, à propos de la Thaïlande ou de la Birmanie, le bouddhisme, parce qu'effectivement ce sont 2 pays à majorité bouddhiste, on a de la peine à comprendre comment la Thaïlande et la Birmanie ont suivi des cours politiques aussi différents, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Si maintenant on parle de l'islam, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Alors elle ravira les uns et elle inquiétera les autres. L'islam n'existe pas.
politiquement, l'islam n'existe pas. Si vous regardez les pays dits musulmans, vous les voyez plonger dans des conflits, pour certains d'entre eux, qui sont des conflits entre musulmans. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur des sociétés dites musulmanes. Je n'ai jamais rencontré l'islam. J'ai rencontré des musulmans, beaucoup, et ils ne sont pas d'accord entre eux, y compris politiquement. Donc le concept, la notion d'islam n'explique rien politiquement, n'explique pas ce qui est en train de se passer en Algérie, par exemple. Et l'opposition, le conflit politique entre apparemment une large partie de la population musulmane et une armée qui l'est tout autant. Et quel que soit le pays dit musulman que vous prenez en considération, vous verrez qu'il est politiquement clivé, éventuellement sur un mode très conflictuel, enfin militaire, ou sur un mode politique et électoral, etc. On a beaucoup dit, il y a même des saintetés qui ont dit qu'il y avait une corrélation entre l'islam et la violence. Oklahoma City, dans les années 1990, on a eu un bel exemple de terrorisme fomenté par un suprémaciste blanc qui se revendiquait du christianisme. On a eu des événements tout à fait comparables en Norvège. Et c'est le pape François lui-même qui a dit, si on parle de violence islamique, il faut parler de violence catholique. Ce terme de violence islamique ne veut strictement rien dire. On dit beaucoup dans la société française que l'islam, par définition, est hostile aux femmes. Et il est vrai qu'un pays, disons, de tradition chrétienne ou catholique comme la France ne connaît pas de féminicide, qu'un pays de tradition catholique comme l'Espagne ne connaît pas de violence contre les femmes, que c'est évidemment un privilège des musulmans qui sont les seuls sur Terre à battre leurs femmes parce que c'est leur culture. Un peu, si vous voulez, comme ces Chinois qui adorent les supplices, puisque ce sont des supplices chinois et que ça fait partie de leur culture. MeToo, ça ne concerne que les musulmans, bien entendu, et la pédophilie ne concerne que les sociétés islamiques, ça n'existe pas du tout dans l'Église catholique. Bon. Vous voyez que la notion de culture est complètement inepte pour expliquer des phénomènes politiques, économiques, sexuels ou autres qui sont au cœur de notre actualité. Personnellement, je suis français. J'ai effectivement des traits culturels français, notamment ma propension à boire du vin rouge et à manger énormément de pain, à défaut de porter un béret basque, mais je ne suis pas absolument sûr d'avoir la même culture politique que, par exemple, Madame Le Pen. Ou que M. Sarkozy, qui pourtant se réclame de l'identité française. Moi, je n'ai pas du tout la même identité que ces personnalités politiques. Et il y a bien sûr bien des manières d'être français. Vous avez même, c'est terrible, des Français véganes et des Français qui ne mangent pas de levure. Donc, premier point, la culture et l'identité n'expliquent politiquement rien, alors même que ce sont des tartes à la crème que l'on met constamment en avant dans le débat public. Deuxièmement, il n'y a pas d'identité primordiale. Alors, le terme d'identité primordiale a été beaucoup utilisé par des collègues anthropologues, par exemple pour désigner des identités d'ordre de la parenté, ou des identités dites ethniques, et pour opposition à des identités qui seraient construites, par exemple, dans l'ordre politique. Identité d'appartenance à un parti politique, ou les identités religieuses sont également supposées être primordiales, vraisemblablement parce que nous sommes socialisés enfants dans une tradition religieuse particulière, celle de nos parents. Mais quand vous y regardez de plus près, ces identités dites primordiales sont en réalité des constructions historiques souvent très récentes, ou relativement récentes, en tout cas parfaitement identifiables dans leur genèse. Contrairement à une idée courante, l'ethnicité est une conscience politique
et j'insiste sur ce terme, c'est une conscience politique relativement récente en Afrique subsaharienne. Alors une conscience parce que de même que je n'ai jamais rencontré dans ma vie professionnelle l'islam, je n'ai jamais rencontré Madame l'ethnicité. Vous ne rencontrez jamais Madame l'ethnicité Hutu ou Madame l'ethnicité Tutsi. Vous rencontrez des gens qui se disent Tutsi ou Hutu, où vous rencontrez des gens qui les désignent comme Hutu ou Tutsi, ce qui est extrêmement différent. Et d'ailleurs, en 1994, les Tutsis n'étaient pas d'accord entre eux et les Hutus n'étaient pas d'accord entre eux. Et les premières victimes du génocide de 1994 ont été des Hutus qui étaient les opposants politiques du Hutu Power. De la bande Abiraman. Donc, l'ethnicité, ça n'est pas une structure, c'est une conscience politique. Et cette conscience, elle est née du moment colonial. Alors, je ne veux pas reprendre le discours de l'historiographie nationaliste africaine qui dit ce sont les Blancs qui ont inventé l'ethnicité pour diviser et mieux régner. Les choses sont plus compliquées que ça. La conscience ethnique est née de l'interaction entre le colonisateur blanc et le colonisé africain. Et en réalité, c'est une coproduction idéologique. Mais dans l'Afrique précoloniale, vous n'aviez pas, à proprement parler, ce que l'on appelle aujourd'hui l'ethnicité de conscience ethnique. Et si on garde l'exemple tragique des Grands Lacs, être Hutu ou être Tutsi avant la colonisation n'avait rien à voir avec ce que cela est devenu dans un contexte historique particulier sur lequel je reviendrai, mais que l'on peut évoquer très rapidement, à savoir le développement d'un État colonial bureaucratique qui réifie, qui fige les identités, notamment par le biais de l'état civil et par le biais de leur construction idéologique sur le mode du darwinisme social, et puis également dans un contexte capitaliste, parce que l'enjeu de la lutte politique ou de la lutte sociale sous la colonisation, c'est l'accumulation primitive de capital et notamment de terres. Et ça change complètement la donne. Mais être Hutu ou être Tutsi dans l'ancien régime, c'était précisément être, par exemple, Hutu, c'était faire partie de ce que l'on aurait appelé dans l'ancien régime français le tiers-État. Et vous pouviez, de Tutsi, de Hutu, vous pouviez devenir Tutsi, un peu comme lorsque vous étiez bourgeois dans l'ancien régime français, vous pouviez devenir aristocrate, faire partie de la noblesse de robe, parce que vous achetiez une charge, un fief, ou que le roi vous le donnait. Donc, être Hutu et Tutsi dans l'ancien régime rwandais ou burundais, c'était un statut social, c'était pas l'appartenance à une ethnie, à ce que l'on appellera une ethnie. Et puis vous voyez bien aussi que être Hutu, Tutsi après 1994 au Rwanda, ça n'a rien à voir avec être Hutu ou Tutsi avant 1994 ou avant les événements de 1959 qui voient déjà une première inversion du pouvoir entre ceux qu'on appelle les Hutus et ceux qu'on appelle les Tutsis. De même qu'être juif dans l'Europe médiévale, dans l'Europe du premier âge moderne, dans l'Europe du 19e siècle et dans l'Europe d'après la Shoah, ça n'a rien à voir. La conscience, bien entendu, est complètement différente. Ne serait-ce que parce que le rapport à l'autre est complètement différent. On peut faire exactement la même démonstration à propos de ce que l'on appelle le communalisme en Inde, qui est né du moment colonial. L'hindouisme, par exemple, n'existait pas en tant que religion avant le 19e siècle. C'est une galaxie d'appartenance sectaire. Et l'hindouisme s'est construit en religion dans un rapport conflictuel avec l'islam, dans le contexte de la colonisation britannique, avec l'introduction d'institutions représentatives qui ont amené les entrepreneurs politiques à se constituer des banques de vote,
et dans un contexte qui a été parfois qualifié de syncrétisme stratégique, où les hindouistes, ceux qui étaient en train de devenir hindouistes, membres d'une religion, ont emprunté en quelque sorte les armes de l'adversaire, à savoir l'islam et éventuellement le christianisme, pour garder une place au soleil dans les transformations que connaissait l'Inde au moment de la colonisation et ensuite au moment de l'indépendance. Donc le communalisme est une construction en Inde relativement récente. Et là aussi, le fait d'être hindou, c'est pas exactement la même chose dans les années du Parti du Congrès de Nehru, dans les années 50-60, qu'aujourd'hui, dans le contexte de la domination électorale du BJP, avec un Narendra Modi qui vient de faire, par exemple, passer sa loi d'exclusion, enfin sa loi anti-musulmane, de nationalité anti-musulmane, vous avez ça dans les journaux. Le confessionnalisme au Liban, dont on parle beaucoup à la faveur de la crise politique actuelle, est quelque chose qui émerge au XIXe siècle dans le contexte des transformations de l'Empire ottoman et surtout dans le contexte du mandat de la Société des Nations qu'assume la France entre les deux guerres. Mais le confessionnalisme au Liban est quelque chose d'assez récent. En d'autres termes, ce que l'on appelle l'identité ou l'identitarisme ethnique, communaliste, confessionnel, c'est une invention de la tradition, et j'emprunte le terme à deux grands historiens britanniques, Eric Hobsbawm et Terence Ranger, qui montrent comment, à partir du XIXe siècle, la modernité en Occident, mais bien au-delà, c'est très largement pensé à travers un processus d'invention de la tradition. Si vous voulez, c'est un peu l'effet Ivanhoé, c'est-à-dire comment l'Europe industrielle a pensé ces transformations au XIXe siècle à travers, par exemple, le fantasme du Moyen-Âge. Ivanhoé, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais également de Viollet-le-Duc, qui restaure Notre-Dame de Paris, puis il en rajoute une louche, quoi. Une gargouille par-ci, une gargouille par-là. Carcassonne est un très très bel exemple de restauration sur le mode de l'invention de la tradition. Si vous allez en Amérique du Nord, vous allez être frappé de toutes ces universités néo-gothiques qui, évidemment, ont été construites au XIXe siècle, pas au Moyen-Âge. Si vous allez à Vienne, vous allez avoir des monuments nés de la transformation, la grande transformation urbaine ô combien moderne de Vienne à partir des années 1860-1870, mais qui va passer par la construction d'un parlement néo-classique grec. Bon. Donc c'est tout un travail d'invention de la tradition, et au fond, ces identités ou ces cultures dont nous parlons aujourd'hui sont impensables, sont indissociables de ce processus d'invention de la tradition. Là aussi, un exemple trivial, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous associez la Méditerranée sur un plan culinaire à la tomate. Bon, et c'est vrai que la plupart des Méditerranéens raffolent de tomates. Des deux côtés des rives de la Méditerranée. Mais n'imaginons pas Socrate philosopher en grignotant des tomates. La tomate, elle est arrivée en Méditerranée au XVIe, XVIIe siècle du Mexique. Donc là, vous voyez un phénomène d'invention de la tradition méditerranéenne, de la cuisine méditerranéenne, mais qui est un produit historique. Cette culture grecque dont nous nous réclamons serait quand même susceptible de nous gêner, parce que si Socrate ne mangeait pas de tomates, il aimait quand même les garçons. Il n'est pas absolument certain qu'on lui confierait nos enfants à garder le soir. Donc vous voyez bien que l'idée de la culture méditerranéenne est un artefact, c'est un processus d'invention de la tradition, tout comme d'ailleurs aujourd'hui le salafisme. Le salafisme de nos amis de Daesh ou d'Al-Qaïda, ou sur un mode plus pacifique de gens qui sont des musulmans salafistes mais qui ne sont absolument pas des terroristes, c'est un processus d'invention de la tradition. Il suffit de regarder les vidéos de Daesh pour voir qu'elles doivent plus à Hollywood
qu'à je ne sais quelle tradition coranique. Et la Médine que les salafistes s'imaginent est le fruit de leur imagination tout à fait moderne. Le prophète ne surfait pas sur Internet à la recherche des tours du 11 septembre et ne portait pas de pantalon à mi-mollet. Donc on est dans un processus d'invention de la tradition. Mais cette invention de la tradition, et notamment cette invention de l'identité, elle est toujours politiquement très orientée. On parle aujourd'hui, comme d'une évidence, de l'Europe judéo-chrétienne. C'est un historien israélien, Shlomo Zand, qui dit de manière assez cruelle ma grand-mère aurait beaucoup aimé savoir qu'elle était judéo-chrétienne, elle est morte à Auschwitz. Vous voyez bien que quand on parle d'Europe judéo-chrétienne, il y a une part d'indécence, il y a une part même d'obscénité. Parce que cette Europe, elle n'a pas toujours été judéo-chrétienne. Et on voit bien que quand on parle d'Europe judéo-chrétienne, c'est en lançant un regard torve vers les musulmans. C'est une manière de dire que l'islam n'a rien à faire en Europe. Ça veut dire ça. Donc c'est politiquement très orienté. Quand l'Espagne, dans un geste de générosité sans doute assez intéressé, se pique de vouloir donner un passeport espagnol aux Juifs qui pourraient prouver leur ascendance andalouse, c'est très sympathique. Mais pourquoi pas aux Arabes qui ont été chassés par la Reconquista? Donc vous voyez que là aussi, on a une définition très orientée de l'identité européenne. Monsieur Salvini fait ses discours avec des chapelets à la main, mais le pape ne s'y retrouve pas du tout. Il condamne, tout chrétien et tout catholique qu'il soit, il condamne cet usage politique de la prétendue identité chrétienne de l'Europe. Donc l'invention identitaire est toujours politiquement orientée, ce qui veut dire qu'elle est toujours éminemment politique et n'a rien, elle est un événement, elle n'a rien d'une essence, elle n'a rien d'une évidence. Et puis, cette invention identitaire est toujours relationnelle, généralement, selon une logique d'inimitié complémentaire. Le terme est celui de Germaine Tillion, il a été récupéré par Fernand Braudel, ce qui veut dire, si vous voulez, que les ennemis ont besoin de l'autre pour exister. Et ça, c'est très connu, et on voit bien qu'une bonne part de l'actualité internationale se résume à des numéros de clowns tristes sur ce mode de l'inimitié complémentaire, israélien versus palestinien, hindou versus musulman, hutu versus tutsi, etc., etc. Donc ce travail d'invention de l'identité politiquement orientée est toujours relationnel. Et il procède par traduction abrégée. J'emprunte le terme à Freud, qui montre comment, dans le tohu-bohu de nos rêves, la nuit, nous fonctionnons par traduction abrégée. Le symbole est une traduction abrégée de notre inconscient. Et bien de la même manière, dans l'imaginaire identitaire des sociétés, vous avez des symboles qui sont des traductions excusez-moi, qui sont des traductions abrégées de la complexité de ces sociétés. Par exemple, il suffit de balancer une carcasse de porc dans une mosquée en Inde pour savoir que 2 heures plus tard, vous avez 3000, 5000 morts. Parce que cette traduction abrégée de la société va immédiatement déclencher les inimitiés complémentaires entre musulmans et hindouistes. Tout ceci donc nous amène à mon troisième point. C'est généralement le regard de l'autre qui vous identifie. Vous êtes beaucoup plus identifié par le regard de l'autre que vous ne vous identifiez spontanément dans tel ou tel terme. J'ai dans mes dossiers de presse un reportage de Florence Baugé dans Le Monde qui remonte assez loin, à 2005, où elle est sur un ferry-boat de Marseille à Alger pour faire un reportage sur l'Algérie. Et elle discute avec
une famille d'Algériens qui vivent en Belgique, très fièrement. Le père explique à Florence Baugé que il a élevé ses enfants dans une double tradition, dans une double culture, et que ses enfants sont belges en Belgique et algériens en Algérie. Et là, le fils d'une vingtaine d'années corrige son père en disant: écoute, papa, ça n'est pas tout à fait cela. Moi, je me sens belge en Algérie et algérien en Belgique. Et vous avez une très très belle, très beau raccourci, si vous voulez, de cette identification par le regard de l'autre. Ce qui renvoie à une phrase célèbre et très polémique de Sartre. Et devant la polémique, il a retiré d'ailleurs cette phrase. Sartre qui dit: le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif. Voilà la vérité simple d'où il faut partir. C'est l'antisémite qui fait le juif. Alors évidemment, ça suscitait beaucoup de discussions, mais je crois que cette phrase, il faut quand même la garder à l'esprit parce qu'elle renvoie à toute la théorie précisément du sujet chez Sartre et qu'elle montre bien quand même le fond du problème. Par exemple, en France, c'est bel et bien le laïcard ou l'extrême droite qui font le musulman par un acte performatif en le désignant comme musulman et donc comme non soluble dans la République, dans la démocratie et dans le respect des femmes. Et la traduction abrégée en France de ce regard qui fait le musulman, c'est le voile. Il est tout à fait étonnant qu'un pays de 60 ou 65 millions d'habitants, je pense, ou quelque chose comme ça, où vous avez peut-être 1000, 5000, 10 000 femmes qui portent le voile, pour on ne sait pas trop d'ailleurs combien de temps, comment donc cette pratique vestimentaire qui est quand même tout à fait secondaire statistiquement et socialement, précipite des crises de nerfs et monopolise une bonne part du débat public dans un pays qui, à vrai dire, n'a pas d'autres problèmes, n'a pas de problème de chômage, n'a pas de problème de délocalisation industrielle, n'a pas d'autres problèmes que le voile. Donc là, vous avez quand même une traduction abrégée tout à fait extraordinaire et qui renvoie à un processus d'invention de la laïcité. Parce que je vous rappelle que d'abord la laïcité, le terme n'apparaît pas dans la fameuse loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État, qui parle de république laïque. La laïcité, le substantif de laïcité n'apparaît que dans les années 1930, et la République française n'est laïque constitutionnellement que depuis 1945-1946. La Troisième République constitutionnellement, n'était pas une république laïque. Donc, le délire laïcard est un bel exemple d'invention de la tradition républicaine. Et comme toujours, les salafistes, en l'occurrence les salafistes de la laïcité, en rajoutent un petit peu. Parce que Aristide Briand et tous les grands républicains de la Troisième République, comme Gambetta, etc., parlaient d'une république transactionnelle, récusaient le qualificatif d'intransigeant, là où Manuel Valls se réclame publiquement d'une conception intransigeante de la laïcité. Complètement, historiquement, il est complètement dans le faux. Et puis il y a une certaine ironie à voir les laïcards grisés par leur invention de la tradition se réclamer d'une troisième république pour défendre la femme musulmane d'elle-même, une troisième république dont je vous rappellerai quand même qu'elle ne reconnaissait pas le droit de vote aux femmes. Donc vous voyez que là, on est quand même dans l'imaginaire, pour ne pas dire dans le délire identitaire, de manière assez flagrante. Alors, je pense que ces remarques peuvent nous aider à remettre à plat, et j'en terminerai par là, à remettre à plat notre discussion ou notre réflexion sur l'identité, la culture et ces fameuses aires culturelles, ce qu'on appelait jadis des civilisations, que l'on a tendance à définir de manière essentialiste. Les pays arabo-musulmans, l'Afrique noire,
on disait parfois, l'Amérique latine, l'Asie, etc. La définition de ces aires culturelles ou de ces civilisations ne renvoie pas à leur essence supposée. Elle renvoie à un événement qui est en réalité leur définition historiquement située. Et on sait bien comment ces aires culturelles, et là je vous renvoie à mon papier de Daossé, je ne veux pas être trop long, ou un papier que j'ai écrit sur le site, dans la revue du FASOPO, du Fonds d'analyse des sociétés politiques, que vous pouvez regarder en ligne. Ces aires culturelles, elles ont été définies à un moment très précis, qui était le 19e siècle et le 20e siècle. Donc au moment de l'expansion impériale ou impérialiste, comme vous voulez, de l'Occident. Alors, la version savante, c'est l'orientalisme, où effectivement le travail conjoint des érudits, des savants occidentaux et de leurs partenaires de ces différentes sociétés ont construit de grands monuments. Par exemple l'hindouisme et la civilisation hindouiste, la civilisation javanaise, etc., etc. Et ont eu tendance à essentialiser ces civilisations, à en faire des réalités atemporelles, hein, un peu en dehors de l'histoire, alors que naturellement, toutes ces sociétés ont toujours été des sociétés historiques, y compris les sociétés africaines, dont un certain Hegel, repris par Victor Hugo, et en bas de gamme, repris par Henri Guénaud, plume de Nicolas Sarkozy, ont affirmé qu'elles étaient des sociétés sans histoire. C'est un poncif hegelien et qui a fait Flores, et qu'on a souvent d'ailleurs détourné de la pensée hegelienne. Enfin, peu importe. Donc là, on a une Afrique subsaharienne qui a été déconnectée de son environnement en réalité, et qui notamment a été construite sous la forme d'un isolat anhistorique, en dehors de l'histoire. Alors que les historiens savent très bien que l'Afrique subsaharienne, et notamment l'Afrique sahélienne, ne peut être pensée que dans son rapport au Maghreb. Le Sahara, qui a été postulé comme étant une espèce d'obstacle naturel, a toujours été une autoroute. Et c'est bel et bien parce que les idéologues de la colonisation l'ont oublié qu'ils sont aujourd'hui effrayés par les flux migratoires qui traversent le Sahara. Le Sahara a toujours été une autoroute, a toujours été un grand espace de circulation. L'Afrique orientale a toujours été en symbiose avec l'océan Indien. Quand Vasco de Gama arrive sur la côte de l'Afrique orientale, c'est un pilote somalien qui lui fait traverser l'océan Indien, parce que l'Afrique orientale a toujours vécu en symbiose avec le Golfe, avec le sous-continent indien. L'Afrique subsaharienne n'a jamais été déconnectée. Et pour ceux d'entre vous qui connaissaient le Sahel, vous savez que on parle beaucoup de Tombouctou, mais il y a également toutes les oasis de Mauritanie ont été elles aussi en symbiose avec ce fameux Andalous, et en particulier avec la ville sainte de Fès. Donc ces aires culturelles, elles ont été construites idéologiquement dans le contexte géostratégique de l'expansion de l'Occident. On pourrait faire exactement la même démonstration du Moyen-Orient, qui a été, l'expression a été inventée par un amiral américain, et a été le concept géostratégique des Américains, mais également des Britanniques, dans le contexte du grid game entre la Russie et l'Angleterre tout au long du XIXe siècle. Donc la fameuse volonté de la Russie d'atteindre les mers chaudes et de couper la route entre l'Angleterre et l'Inde, hein, qui était également le projet de Napoléon de Bonaparte lorsqu'il lance son expédition d'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est également toute la problématique du pétrole. Et d'ailleurs, ce
ce Moyen-Orient, il a eu des frontières extrêmement mouvantes. L'Amérique latine, la notion d'Amérique latine a été inventée par deux latino-américains à Paris, quand ils étaient en séjour à Paris. Donc il faut bien voir que ces notions, ces aires culturelles sont des constructions idéologiques, et sont des constructions idéologiques très largement occidentales, même si généralement elles ont été élaborées par des partenariats érudits, entre érudits occidentaux et érudits des sociétés concernées. Quand vous raisonnez politiquement sur ces zones, vous êtes dans la difficulté pour les définir. En fait, moi, je me suis livré à cet exercice à la demande un jour de l'Agence française de développement qui était embarrassée parce que la Banque mondiale venait de dissoudre son département MENA, donc Moyen-Orient, Afrique du Nord, et elle se demandait si elle devait faire la même chose. Et là, ils se sont posé la question en disant, au fond, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous lie dans le département MENA? Donc, ils ont demandé à un chercheur, en l'occurrence moi, d'essayer de leur dire pourquoi ils étaient ensemble. Alors, le département MENA, vous ne pouvez pas le définir objectivement par l'économie. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord commercent très peu entre eux. Vous ne pouvez pas le définir politiquement. Tous ces pays se détestent largement, en dehors même du conflit israélo-palestinien, mais vous avez un conflit structurel entre la Syrie et l'Irak, vous avez un conflit structurel entre le Maroc et la Tunisie, etc., etc. Vous n'avez aucune unité politique. On parle parfois de monde arabo-musulman. Ça, c'est un monstre sémiologique, parce que ce qu'on appelle l'espace arabo-musulman n'est pas peuplé que d'Arabes. Vous avez des Kurdes, vous avez des Berbères, vous avez des Juifs, etc. Et n'est pas peuplé que de musulmans. Vous avez des Palestiniens arabes qui sont chrétiens, vous avez des Maghrébins généralement berbères d'origine, dans la très longue durée, qui sont juifs, etc., etc. Donc le terme d'arabo-musulman ne veut strictement rien dire, ou plus exactement, il veut dire quelque chose de très politique, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, à ce que je soulignais tout à l'heure. Quand vous êtes en Algérie et que vous parlez de l'Algérie arabo-musulmane, cela met en avant effectivement deux conceptions de la citoyenneté algérienne qui procède par exclusion. Exclusion des chrétiens, exclusion des juifs, c'est grosso modo ce qui s'est passé en 1962, mais également relégation des berbères, qui ne sont pas arabes, à une position subalterne. Et c'était effectivement la définition de l'algérianité par Ben Badis, un alim réformateur de l'entre-deux-guerres, qui disait que l'Algérie était, sa langue était l'arabe, sa religion était l'islam, et donc il y avait une définition arabo-musulmane de l'Algérie. Mais c'est un choix politique, et c'est un choix politique qui procède par exclusion. Donc, vous n'avez aucune définition de la zone MENA objective, selon des critères objectifs, d'ordre économique, religieux, ethnique, etc. Et la réponse que j'ai apportée à mes interlocuteurs de l'AFD a été la suivante, ça les a un petit peu mis mal à l'aise. J'aurais dit, ce qui vous réunit, c'est le sang versé, le sang de la purification ethnique. Et au fond, la seule unité de votre région, MENA, c'est le basculement d'un monde d'empires, essentiellement l'empire ottoman, accessoirement l'empire Kadjar, l'empire des Habsbourg, les empires coloniaux, bien entendu, britanniques et français. Donc c'est le passage d'un monde d'empires qui gouverne par la différence, et qui reconnaît le pluralisme religieux, linguistique, etc., etc., à un monde d'État-nation qui est centralisé et qui met en avant une définition ethno-confessionnelle sur le mode de l'invention de la tradition, de la citoyenneté. C'est-à-dire, et si vous prenez par exemple tous les États post-ottomans, ils ont procédé de cette manière-là. Et le passage de l'un à l'autre à un mode opératoire qui est la purification ethnique.
Alors, vous l'avez version hard, le génocide, notamment des Arméniens. Vous avez la version semi-soft, on réprime suffisamment pour pouvoir assimiler culturellement. C'est grosso modo ce qui s'est passé en Turquie avec les Kurdes. Vous n'avez pas eu de purification ethnique à l'encontre des Kurdes. Vous avez eu répression lorsqu'ils ont eu la prétention de se définir comme Kurdes et de parler le kurde. Mais quand ils se considéraient comme Turcs, ils pouvaient finir chef d'état-major de l'armée turque. Il n'y avait aucun problème. Vous avez des versions intermédiaires. On en tue suffisamment pour que les autres partent. C'est grosso modo ce que Milosevic a fait dans la Yougoslavie des années 1990. Et c'est également ce que les sionistes ont fait avec les Palestiniens au moment de la déclaration d'indépendance d'Israël. Et vous voyez que cette histoire, elle n'est pas terminée. C'est exactement l'histoire de l'Irak aujourd'hui, et c'est très largement l'histoire de la Syrie également. Donc nous sommes, à l'aune du MENA, le seul dénominateur commun, c'est effectivement ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation qui a reposé sur des opérations de purification ethnique pour faire valoir une citoyenneté d'orientation ethno-religieuse, mais la religion, naturellement, en l'occurrence, est une construction politique. Et parfois, vous avez des paradoxes, comme par exemple le Parti communiste bulgare, qui, dans un premier temps, après la Seconde Guerre mondiale, écrase, bien entendu, l'Église orthodoxe, monocéphale, et qui ensuite l'utilise dans la mise en œuvre de sa domination, en faisant des vrais Bulgares, les orthodoxes bulgares, par opposition aux turcophones musulmans, avec une opération de purification ethnique dans les années 1980. Donc tous les pays que vous pouvez considérer dans la région correspondent peu ou prou, avec des variantes dans l'intensité de la purification ethnique, sur cette équation, on pourrait dire, génétique. Alors, pour finir, il reste une énigme, et ça sera ma dernière provocation peut-être, ma dernière incitation à discuter. Il reste une énigme si nous sommes devant un processus d'invention identitaire. Pourquoi cela marche-t-il aussi bien et quelle est au fond la logique de cette invention de l'identité ou de la culture? Et là, je voudrais vous amener à penser les 2 derniers siècles de notre monde, dans sa globalité, sous la forme d'une triangulation. Et cette triangulation, elle va vous prendre un petit peu à rebrousse-poil parce qu'elle va à l'encontre de tous les lieux communs sur lesquels repose une bonne part des sciences sociales du politique et l'essentiel du débat public aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a un jeu à somme nulle entre ce que l'on appelle la globalisation et l'État-nation qui serait la victime, notamment du point de vue de sa souveraineté, de la globalisation, et au fond l'identité, puisque notre identité est mise en cause par la globalisation, en même temps que la souveraineté de notre État et de son identité nationale. Donc on a un peu tendance à penser les 3 termes de cette équation sous la forme d'un jeu à somme nulle. La globalisation est contre l'État, nation, et simultanément contre notre identité. Et je vous invite à faire une révolution copernicienne et à penser ces 3 termes, ces 3 principes, sur un mode synergique. Les 3 choses vont ensemble. D'abord, ce qu'on appelle la mondialisation, qui en réalité est une série d'effets d'intégration du monde, mais disparates, et qui parfois d'ailleurs sont plus ou moins contradictoires les uns par rapport aux autres. Et vous avez une globalisation financière, une globalisation marchande, une globalisation de la force de travail, mais donc vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus contrainte que les 2 autres. Vous avez une globalisation scientifique, vous avez une globalisation religieuse, avec par exemple l'évangélisation, les pentecôtistes, etc. Bon, mais vous avez toute une série d'intégrations du monde. Mais simultanément, vous avez eu l'universalisation de l'État-nation à partir du XIXe siècle. Et les 2 vont ensemble. Par exemple, 1848, c'est simultanément le printemps des peuples, des révolutions nationales, et le triomphe du libre-échange.
1990, c'est la chute de l'Union soviétique, mais l'Union soviétique ne se dissout pas dans le capitalisme. Elle donne naissance à un système régional d'États-nations ô combien nationaliste. Et le troisième paradoxe, c'est que ce qu'on appelle l'identité, c'est l'idéologie de cette globalisation. Et l'identitarisme ou le culturalisme, par exemple sur le mode de l'orientalisme, c'est le fruit de cette globalisation capitaliste et beaucoup d'autres choses du 19e siècle et du 20e siècle, et simultanément de l'État-nation, qui va par exemple se penser sur un mode ethno-religieux, comme je viens d'essayer de le dire à propos de MENA. Donc, je pense que nous comprendrions mieux ces notions, et surtout l'historicité, le caractère historique de ces notions de culture et d'identité, si nous les mettons à la lumière de cette triangulation entre des effets d'intégration du monde, un effet d'universalisation de l'État-nation et le développement de l'identitarisme comme idéologie à la fois de la mondialisation économique et de l'État-nation. Et un personnage comme Emmanuel Macron est très révélateur sur ce plan, parce que il est clair que sur le plan économique, il est néolibéral et donc partisan de la globalisation, en particulier financière. Mais dans le même temps, il a une conception très régalienne de l'État-nation français. Et il va, dans sa pré-campagne électorale, célébrer Jeanne la Pucelle à Orléans et rendre visite au Puy du Fou. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'identité nationale, dans l'identitarisme national, et il met en œuvre, en matière d'immigration, une politique qui est exactement, en plus dur, celle de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez qu'Emmanuel Macron est vraiment un personnage qui est lui-même complètement triangulé entre la globalisation ou la mondialisation économique et financière et beaucoup d'autres choses, la reconduction de l'État-nation sur un mode un peu Louis XIV et l'exaltation de l'identité nationale. Et je crois que il faut nous apprendre, il faut nous habituer à penser cette triangulation pour mieux comprendre les effets de ce que je n'aime pas appeler la culture ou l'identité. Jean-François Bayard, merci beaucoup pour votre intervention, à la fois votre présentation très claire et précise. Je vais tout de suite laisser la parole à la salle. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François Bayard? Je vais chercher le micro d'ailleurs. Question ou objection, hein, on est là pour discuter. Et je vous rassure tout de suite, je ne crois jamais qu'à la moitié de ce que je dis, c'est de la bonne hygiène mentale. Donc, alors, je vais tout de suite en poser une. Est-ce que, Jean-François Bayard, la géographie peut aider à constituer ces aires géographiques culturelles, ces aires culturelles? Est-ce que ça peut aider? Pas vraiment. Et un exemple fameux, c'est justement celui de la Méditerranée. La Méditerranée, apparemment, c'est un objet géographique qui est assez facile à circonscrire, puisque c'est une mer intérieure, et puis que là aussi, nous nous berçons de rêverie. Hein. On parle du climat méditerranéen. Mais je pense que nous avons tous suffisamment circulé autour de la mer Méditerranée pour voir que le climat méditerranéen n'existe pas véritablement. Et que vous pouvez avoir au bord de la Méditerranée un climat dit méditerranéen avec des oliviers, etc. Mais vous pouvez aussi avoir un climat très montagnard qui n'a plus grand-chose de méditerranéen, et ça va très très vite. Hein. Vous avez assez facilement de la neige au Liban, par exemple. Donc, des géographes ont eux-mêmes déconstruit cette idée de la Méditerranée en se réclamant d'une conception historique de la géographie et en montrant par exemple que la Méditerranée n'a jamais été unifiée que par des échanges, que par des circulations humaines et notamment par un commerce de cabotage. Donc en réalité c'est un espace de circulation
que l'on ne peut comprendre que sur un mode relationnel. La Méditerranée n'a jamais existé que dans son rapport au Sahara, à ce qu'on appelle parfois l'Asie antérieure, c'est-à-dire la Méditerranée, l'Iran, etc., par rapport à ce qu'on a parfois appelé la route de la soie, etc., etc. La Méditerranée est un espace relationnel. Et qui donne lieu à une construction idéologique qui elle-même est toujours politiquement orientée. Par exemple, Hitler, enfin les nazis se réclamaient d'une certaine idée de la Méditerranée et par exemple en exaltant la beauté grecque, mais c'est au nom de cette idée de la Méditerranée qu'ils ont tué, qu'ils ont envoyé à Patresse beaucoup de Méditerranéens, juifs ou pas juifs. Et aujourd'hui, par exemple en 1962, les juifs algériens qui se sont réfugiés en France, à la suite de l'indépendance de l'Algérie, ont été perçus par les Français comme juifs et pas comme méditerranéens. Pour reprendre le titre ironique de mon papier d'AOC, je ne suis pas absolument certain qu'aujourd'hui on donnerait à Saint-Augustin son visa Schengen. Je vous rappelle que Saint-Augustin était algérien, si on peut dire, par un petit anachronisme. Donc, en réalité, les espaces géographiques sont toujours construits idéologiquement et politiquement, et il n'y a pas de frontières naturelles. Ça, c'est un imaginaire, une figure imaginaire bien française que de penser qu'il y a une frontière naturelle. Des millions de Français sont morts pour la frontière naturelle du Rhin, la défense de la frontière naturelle du Rhin ou sa conquête, qui aujourd'hui n'a aucun sens politique. Nicolas Sarkozy a défendu, a refusé d'envisager l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne parce que géographiquement, la Turquie n'appartient pas à l'Europe, ce qui confirme que Nicolas Sarkozy n'a sans doute pas été un bon élève, parce qu'on sait que le Taurus est la continuation de l'arc alpin, et en 1999, le tremblement de terre ne s'est pas arrêté au milieu du Bosphore en disant « Ah, il y a une frontière naturelle ». Bon, il n'a pas fait comme le nuage de Tchernobyl à la frontière française. Il a évidemment ébranlé Istanbul, parce que vous n'avez pas de frontière naturelle entre de part et d'autre du Bosphore. Bon, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue idéologique. Donc non, la géographie est très utile, mais pas pour délimiter des aires dites culturelles. Merci pour cet exposé. Alors, je me posais la question de savoir comment est-ce que vous mettez votre approche en parallèle ou en contradiction avec celle de Benedict Anderson et sur la théorie des communautés imaginaires, et notamment sur le fait que ces communautés ou cette identité culturelle puisse être un projet politique relativement rapide, et le rôle joué par la littérature, par exemple, et les autres médias culturels. Je me retrouve tout à fait dans l'œuvre de Benedict Anderson. Après, on peut discuter tel ou tel des détails, mais fondamentalement, je suis entièrement d'accord avec sa conception de la nation. Et en particulier par son insistance sur je dirais la dimension capitaliste de la nation, et notamment le rôle de l'imprimerie et ensuite des médias de masse pour au fond solidifier et diffuser cet imaginaire ou cette communauté imaginée de la nation. J'insisterai aussi peut-être plus qu'il ne le fait, si mes souvenirs sont bons, mais c'est un petit peu une colle que vous me posez, parce que je dois dire que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas lu le livre, mais j'insisterai peut-être plus. Peut-être parce que, comme tout un chacun, j'ai eu une éducation marxiste, j'insisterai peut-être plus sur le processus d'accumulation primitive de capital. Et je crois que dans ce passage de l'Empire à l'État-nation, et dans la définition
d'une citoyenneté définie sur un mode ethno-religieux, l'enjeu du capital, et notamment l'enjeu foncier, est fondamental. Et on ne peut pas comprendre les opérations de purification ethnique, par exemple en Méditerranée orientale, si on n'a pas ça en tête. Le génocide des Arméniens, l'enjeu, c'était d'une part leur rôle commercial. Par exemple, en 1913-1914, il n'y avait que les musulmans n'étaient détenteurs que de 8% du capital dans l'Empire ottoman. Donc le génocide des Arméniens, ça n'a pas été une opération identitaire, ça a été une opération politique, parce qu'effectivement les Turcs, enfin les Ottomans musulmans, dans le contexte de démembrement de l'Empire, on estimait qu'ils se battaient le dos au mur, et que s'ils ne constituaient pas un territoire ethniquement ou religieusement homogène, il allait leur arriver ce qui était arrivé à leurs corréligionnaires aux Ottomans des Balkans, c'est-à-dire une opération de purification ethnique à leur encontre. Donc ça, c'était leur obsession et leur peur. Mais il y avait également une dimension économique, l'enjeu foncier. Il faut voir qu'aujourd'hui, le capitalisme turc, qui est assez vigoureux, comme vous le savez, repose sur une gigantesque opération de spoliation des biens cyniquement qualifiés d'abandonnés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Turquie est négationniste, parce qu'elle a évidemment peur de la revendication de réparation si elle reconnaît le génocide des Arméniens. Alors, il y a eu le génocide des Arméniens, mais il y a eu également l'échange de population avec les confiscations des biens grecs, et cela a commencé avant même la Première Guerre mondiale, notamment sur la mer Égée. Et aujourd'hui, dans le Sahel, ce n'est pas une guerre identitaire. Le djihad, c'est une guerre politique, mais surtout une guerre sociale, dont l'enjeu est la terre et les relations très complexes des pasteurs et des agriculteurs, dans un contexte de pression démographique, dans un contexte de titrisation aux deux sens du terme, à la fois financier et enregistrement de la terre, qui évidemment remettent en cause tous les droits d'usage acquis, et puis également dans un contexte de mémoire traumatique, de mémoire traumatique de l'esclavage. Par exemple, dans les conflits dits identitaires entre Dogon et Peul, la mémoire de l'esclavage est très présente. Et le leitmotiv des Dogons, c'est de dire nous ne redeviendrons pas vos esclaves. Donc, je serais plus attentif peut-être que Benedict Anderson à cette dimension de l'économie politique de la nation. Mais le livre de Benedict Anderson reste une référence très très utile, y compris dans deux de ses prolongements. Le premier, c'est cette notion de nationalisme de longue distance, c'est-à-dire le rôle des diasporas dans la revendication nationaliste. Alors ça, on le voit très bien avec les Tamouls, avec les Sikhs, avec les Irlandais. L'ERA a été porté par les Irlandais d'Amérique du Nord et financé par les Irlandais d'Amérique du Nord. Donc cette notion de nationalisme de longue distance est très intéressante. Et puis dans la dernière édition, je ne sais pas l'édition que vous avez lue, mais dans l'édition augmentée de la communauté imaginée, vous avez un chapitre très intéressant qui montre comment la communauté imaginée a été imaginée par les colonisateurs eux-mêmes, dans un premier temps. Et comment le colonisateur a fabriqué de l'Indonésie, enfin ce qu'allait devenir de l'Indonésie, a fabriqué, alors ça il ne faut pas le dire à nos amis algériens parce que ça les énerve, a fabriqué de l'Algérie. C'est-à-dire que l'imaginaire national algérien a été en partie élaboré par les Pieds Noirs ou par l'armée française. Et ça, ce sont des choses que vous retrouvez également en Afrique subsaharienne. Ce qui renvoie à un grand débat de sciences sociales, qui est notamment dans le courant des études, enfin des Subaltern Studies qui traitaient de l'Inde. Vous aviez
à l'intérieur même de cette école d'historiens, vous aviez un débat. Les uns disaient que la colonisation avait été une domination sans hégémonie, et les autres, notamment Chatterjee, disaient qu'il y avait une hégémonie coloniale, et que cette hégémonie coloniale a été reproduite par le nationalisme. Et je pense que Chatterjee a raison, et que la communauté imaginée de la nation est très largement un produit de la colonisation. Merci beaucoup pour votre intervention, moi qui fais écho à des réflexions qu'on mène ici, MSF, depuis quelques mois, quelques années, notamment sur nos relations de travail en interne. Et quelque chose qui revient quand même fréquemment, c'est les différences interculturelles et les problèmes que ça peut causer dans le travail, dans la relation de travail. Donc là, je suis désolée Bertrand, je descends vraiment d'un cran. Mais c'est-à-dire que intuitivement, dans les discussions, moi, je dis mais on peut pas réduire les conflits à des problèmes de différence, je sais pas, de nationalité, même en complexifiant la notion de culture, hein, en la réduisant pas au fait qu'on vienne de pays différents. Ça me semble hyper dépolitisant et ne pas nous aider à améliorer nos pratiques de travail, mais j'ai du mal à aller plus loin dans la critique de cette notion du problème des relations interculturelles dans le travail, et qui est vraiment quelque chose de très présent, quoi. C'est-à-dire on pense quand même que beaucoup de nos problèmes de travail, nos difficultés à travailler ensemble, viennent de nos différences culturelles. Oui. Mais la difficulté, en tout cas la difficulté pour moi comme chercheur, c'est que les concepts d'identité et de culture, précisément, ne permettent pas de rendre compte de la difficulté que vous, mais que nous tous, nous rencontrons, et que l'on qualifie, faute de mieux, d'ordre interculturel. Et évidemment, on peut avoir des difficultés avec des collègues qui, entre guillemets, n'appartiennent pas à la même culture ou à la même société, etc. Exactement de la même manière que vous allez avoir de la difficulté si vous sous-traitez votre meurtre politique à des opérateurs qui n'appartiennent pas à la même culture, ou si vous devez commettre le meurtre en même temps qu'eux. Bon, donc oui, parce que vous n'avez pas la même, vous n'avez pas eu la même socialisation, vous n'avez pas forcément la même sensibilité, vous n'avez pas les mêmes symboles, etc. Donc ça joue. Mais nos concepts de culture ou les produits dérivés comme l'islam, etc., ne permettent pas de rendre compte de la chose. Alors moi, je ne sais pas très bien les difficultés que vous pouvez rencontrer, donc j'ai plutôt parlé de celles que je peux éventuellement avoir avec des collègues étrangers avec lesquels je travaille beaucoup. Moi, par exemple, déjà, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise professionnellement avec, je vais parler de manière très subjective, j'espère que ça ne choquera personne, avec des Italiens, des Turcs, des Espagnols, des Portugais, des Suisses, pour travailler. Donc on est chercheurs, et il y a quelque chose qui va être très aisé entre nous tous, de ces différentes circonscriptions, c'est qu'on va travailler et le soir, on va continuer au restaurant et on va, comme on dit comme ça familièrement, faire la fête. Bon, et qu'il y a toute une dimension de notre sociabilité scientifique, une dimension du dîner et de l'échange alimentaire. Donc les réunions du Face-au-Pot, vous êtes les bienvenus. C'est un grand potlatch alimentaire et chacun vient, qui avec ses saucissons, sa bouteille de vin, etc. Et vous avez comme ça un second marché à côté de celui des idées. Et là, on a un rapport extrêmement simple. Alors qu'on n'a pas forcément la même langue de travail, on n'a pas forcément les mêmes modes d'alimentation, on n'a pas les mêmes, entre guillemets, religions, qu'on soit croyant ou pas croyant, etc. Et les rapports vont être beaucoup plus faciles qu'avec des collègues américains ou britanniques, avec lesquels nous n'aurons pas cette sociabilité. Moi, par exemple, j'ai fait 3 mois à Cambridge comme prof invité. Je n'ai pas été invité une seule fois à dîner.
la vie sociale s'interrompt à 18h et là, les gens disparaissent. Bon, donc, vous voyez, le problème, c'est le périmètre. Oui, il y a... Alors, par ailleurs, j'aime beaucoup travailler avec les Portugais, parce qu'effectivement, ils sont hyper sympas, etc. Mais ils sont quand même très fatigants. Parce que organiser une réunion avec des Portugais, c'est assez terrible, quoi. Les Italiens, ils l'organisent comme ils conduisent, c'est-à-dire au dernier moment. Mais au fond, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va, parce qu'on sait que ça va se faire. Simplement, il faut avoir des nerfs d'acier, parce qu'on n'a pas du tout la même gestion du temps, etc., etc. Donc, en réalité, les grandes catégories, pour prendre des termes pédants, holistes, c'est-à-dire la culture comme totalité, ça ne fonctionne pas. Parce que, évidemment, les Américains, ils vont être, entre guillemets, beaucoup plus fiables dans l'organisation que les Portugais. Donc, dans un sens, on s'y retrouve mieux, d'une certaine manière. Notamment dans le domaine de l'édition, par exemple. Ce sont des éditeurs absolument remarquables. Ils sont épuisants, mais leurs bouquins sont d'un professionnalisme extraordinaire. Bon. Mais d'un autre côté, ils seront mortels à bien des égards. Donc vous avez comme ça des tas de ruptures de charge, je dirais, on pourrait dire, en ces temps de transport facile. Je viens d'apprendre que mon vol de demain est annulé en regardant l'heure. Donc vous avez comme ça des tas de ruptures de charge. Et je crois que la difficulté, c'est effectivement de reconnaître que cette dimension culturelle, elle existe dans le travail. Parce que j'imagine que quand vous êtes médecin en Afrique subsaharienne ou au Moyen-Orient, vous allez être confronté à, par exemple, des représentations du corps qui ne sont pas les mêmes. Beaucoup, il y a des très beaux livres qui ont été écrits ou des très beaux articles qui ont été écrits sur la médecine en Afrique, où d'un côté, les Africains étaient absolument subjugués par l'abnégation des médecins blancs à l'époque coloniale, qui était tout à fait admirable par l'efficacité de leurs soins. Mais d'un autre côté, ces médecins étaient complètement terrifiants parce que naturellement, ils étaient en contact avec des substances du corps, le sang, le sperme, etc., qui par définition sont des substances de l'invisible. Et donc il y a tout un imaginaire qui s'est développé, des médecins, éventuellement des missionnaires qui eux-mêmes faisaient parfois des soins médicaux, des médecins sorciers qui étaient des vampires. Et les ambulances ou les voitures de pompiers étaient souvent considérées comme étant les véhicules des vampires. Donc vous aviez une relation très ambivalente à l'égard de la médecine occidentale, comme d'ailleurs aujourd'hui vous pouvez avoir une relation très ambivalente par rapport aux campagnes de vaccination, non pas parce que par culture les Africains sont réticents à l'encontre des piqûres. Vous saviez mieux que moi, mais c'est pas franchement vrai. Et très souvent, ils sont demandeurs le bon médicament. Souvent, c'est le bon soin, c'est celui qui passe par l'injection. Mais par ailleurs, les campagnes de vaccination ravivent une mémoire qui n'est pas une mémoire entre guillemets culturelle, qui est une mémoire très historique, qui est la mémoire des campagnes coercitives de vaccination contre, par exemple, la maladie du sommeil, dont on sait qu'elles ont été, ou dont on suppose, dont on suppute qu'elles ont vraisemblablement été de grandes catastrophes sanitaires. D'abord parce qu'il y a eu pas mal de morts du fait de ces vaccinations, enfin, c'est vous les médecins, c'est pas moi, mais également parce que des historiens soupçonnent ces campagnes de vaccination d'être à l'origine de la propagation de la pandémie, de ce qu'on appellera plus tard le sida, dans le contexte des déplacements de population, etc. Donc vous avez une mémoire traumatique qui est une mémoire historique, mais qui relève effectivement, enfin que nous on serait tenté de caractériser de culturel, mais qui ne renvoie pas à une naissance de la culture africaine, qui renvoie à la conscience historique, donc c'est un phénomène culturel, c'est vrai, qui renvoie à la conscience historique des Africains, qui ont des représentations de l'invisible, qui ont une mémoire historique de l'occupation coloniale,
éventuellement des guerres civiles ou des guerres interétatiques, etc., etc. Et je préfère parler de conscience historique que de culture, parce que c'est le problème que l'on évoquait tout à l'heure avant la conférence, c'est que la difficulté, c'est que les mots ne sont pas biodégradables, et qu'effectivement, constamment, on a ces termes d'identité, de culture qui reviennent, on a de la peine à les contourner, mais il faut quand même toujours les historiciser et toujours les penser comme des événements et non pas comme des essences. Et vous avez beaucoup de partenaires qui peuvent être arabo-musulmans ou africains ou je ne sais quoi. Mais en soi, ça ne veut pas grandir, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que entre le villageois, par exemple, africain, du Congo et de la Côte d'Ivoire, ça va déjà être des choses très différentes. Et puis entre le villageois ivoirien et le professeur de médecine ivoirien, il peut y avoir effectivement un monde culturel ou une dimension culturelle commune, comme nous, comme moi par exemple, petit français, j'ai des choses en commun avec les villageois dans laquelle à côté desquels j'ai une maison en Ardèche, et puis il y a beaucoup de choses différentes. Bon, donc c'est tout ce jeu qu'il faut arriver, mais qu'il y ait des problèmes professionnels d'ordre entre guillemets culturel, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une manière d'aplatir et de cacher parfois des différends qui peuvent être de l'ordre du désaccord, des différends politiques sur ce qu'on fait. Enfin, je sais pas. Si, mais vous avez entièrement raison. Mais c'est ce que je disais dans mon propos en disant que l'invention de la culture, l'invention de la tradition, l'invention de la culture, elle est toujours politiquement orientée. Donc effectivement, si vous avez un conflit professionnel, par exemple avec un collègue africain, il va vous opposer. Je simplifie, bien entendu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, c'est un cas de figure assez flagrant. Il va vous opposer la culture africaine. Mais tu ne comprends rien, c'est notre culture. C'est l'argument d'autorité, finalement. C'est l'argument d'autorité. Tu es blanche, donc moi je suis noir, je connais quand même mieux ma culture. C'est exactement, si vous voulez, l'argument qui est opposé dans le domaine de la sexualité, enfin par exemple par rapport à l'homosexualité. Vous avez des gens comme Mugabe, feu Mugabe au Zimbabwe, ou Museveni en Ouganda, qui vont dire l'homosexualité, ça n'appartient pas à la tradition africaine. C'est extraordinaire de penser que les Africains n'habitent pas sur notre planète. Donc l'homosexualité, ça n'existe pas en Afrique. Et c'est un truc de blanc et qui a été apporté par la colonisation. Mais vous avez quand même des tas d'Africains qui se définissent, qui s'identifient ou qui se définissent sexuellement comme étant LGBT et qui ont une revendication LGBT. Alors, est-ce qu'ils sont moins africains ? Et c'est là aussi où la culture, c'est un événement. Est-ce qu'ils sont moins africains parce que ils se revendiquent, ils réclament, ils revendiquent leur appartenance, enfin leur orientation LGBT ? Est-ce que les Africains sont moins africains parce qu'ils sont chrétiens, sous prétexte que le christianisme est arrivé dans leur société, quand même parfois au XVe siècle ou au XVIe siècle, comme dans le royaume du Congo, ou au début du XIXe siècle, comme chez les Yoruba, ou alors beaucoup plus récemment. Est-ce qu'un Africain est moins africain parce qu'il va se réclamer du communisme ou du libéralisme ou du multipartisme ? Le colonisateur pensait que l'islam n'était pas la religion de l'Afrique noire, que c'était une religion importée. Oui, c'est une religion qui a été importée effectivement au XIe siècle, dans le fleuve Sénégal par exemple. En Scandinavie, le christianisme est arrivé au 9e, 10e siècle. Est-ce qu'on va dire que le christianisme est une religion importée en Scandinavie et que les Scandinaves sont aliénés religieusement ou culturellement parce qu'ils sont chrétiens aujourd'hui ? Vous voyez, on est effectivement dans l'histoire et on est dans le politique. Vous nous avez donc expliqué que les religions sont plus ou moins tolérantes en fonction des époques, que la géographie est très, très scientifiquement construite. Est-ce qu'il ne reste pas quand même un facteur majeur de différenciation culturelle qui serait la langue, tout simplement ? La langue, dans la mesure où c'est une barrière déjà à la compréhension, et ensuite parce que beaucoup de gens expliquent aussi que la langue, c'est une façon de décrire le monde avec des mots différents, une façon de le penser différemment.
Et est-ce que ça structure pas des différences d'appréhension et de compréhension qui restent fondamentales quand même pour expliquer des tensions dans le monde et des différenciations culturelles majeures? Alors, je suis d'accord avec le point essentiel de votre question, c'est qu'en effet, la langue est cruciale, enfin, dans l'appréhension du monde, hein, et dans son expression. C'est la raison d'ailleurs, à mon avis, pour laquelle on a quand même toujours intérêt à écrire dans la langue dans laquelle on pense et dans laquelle on rêve, qui est quand même un bon critère, plutôt que dans le pidgin ou dans le latin de cuisine dans lequel nous exprimons aujourd'hui, c'est-à-dire le globish. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel, parce que je crois qu'effectivement, un monde, on parle beaucoup de la diversité des espèces, etc., mais je crois que la diversité des langues est absolument fondamentale pour l'avenir de l'humanité. Mais la langue n'a jamais empêché les gens de se détester entre eux. Les chrétiens, à l'époque médiévale, se sont battus en latin. Les Croates et les Serbes se sont battus en serbo-croate. Bon, je sais que l'alphabet change entre les Croates, enfin, l'un est cyrillique, l'autre est latin. Les Arabes se battent entre eux en arabe. Et les Chinois se sont auto-massacrés dans la Chine communiste en chinois. Les Coréens se détestent en coréen, entre le sud et le nord. Donc la langue en soi n'explique ni la concorde ni le conflit, parce que vous avez des alliances entre des peuples qui ne parlent pas la même langue. Et puis surtout, vous avez le plurilinguisme, c'est-à-dire que si nous étions pris dans notre identité, d'abord, si nous étions pris dans une essence identitaire, d'abord nous parlerions le même français que les Gaulois, bon, sauf qu'ils ne parlaient pas le français, donc déjà il y a un problème, mais le même français, on va dire que François Ier, le français de François Ier nous est à peu près incompréhensible. Le français des banlieues est incompréhensible par un certain nombre de Français contemporains aujourd'hui. Donc une langue, c'est quelque chose de vivant en soi, c'est quelque chose qui s'invente tous les jours. Et nous-mêmes, bon, nous avons des âges différents. Moi, comme je suis plus âgé, j'ai l'heure d'avoir appris plusieurs fois à écrire, hein, à la plume sergent-major et aujourd'hui en tactile, donc vous voyez, avec plusieurs stades intermédiaires. Et évidemment, je ne parle pas du tout aujourd'hui le même français que quand j'avais une vingtaine d'années. Et je ne l'écris pas de la même manière, hein. Malheureusement, encore une fois, j'ai des choses que j'ai commencé à écrire dans les années, on va dire, 70. Et je continue à écrire. Et ben, je n'écris pas le même français aujourd'hui qu'au début de ma carrière, hein. Et puis, il y a vous avez quand même le plurilinguisme. Aujourd'hui, une bonne part des gens sur cette terre, je sais que les Français sont une exception, mais même les Français aujourd'hui sont susceptibles de parler plusieurs langues. Bon, tous plus ou moins et plus ou moins bien, on parle à la fois le français et l'anglais, au moins un anglais fonctionnel, bon, pour des raisons professionnelles. Mais beaucoup d'entre nous avons une autre langue qui peut être une langue maternelle ou mi-maternelle. Bon, beaucoup de Français sont nés de parents qui n'appartenaient pas à la même culture. On peut apprendre, on peut très bien parler une langue que l'on a acquise par les études et que l'on pratique professionnellement. Bon, c'est pas mon cas parce que je suis assez inepte sur ce plan, mais vous avez des gens qui sont et qui on parlait tout à l'heure de ce collègue du CICR qui était en poste à Kigali en 1994 et dont le fils est l'un de mes étudiants. Il est dans ce qu'on appelle la diglossie, c'est-à-dire qu'il mélange toutes les langues. C'est-à-dire dans les emails qu'il m'envoie,
il y a dans le même email et parfois dans la même phrase de l'anglais, du français, de l'espagnol et parfois des expressions en allemand. Bon. Et c'est pas par dandisme. Je suis allé dans sa famille et effectivement, il parle en espagnol à sa mère, en français à son père, et les deux langues évidemment en famille, et très largement en anglais à l'institut où j'enseigne. Bon. Donc là, vous avez, entre guillemets, un mutant qui a une conscience linguistique très très différente, par exemple, de celle que j'ai. Mais en Afrique subsaharienne, les Français m'amusent toujours quand ils parlent de l'Afrique francophone. Mais l'Afrique francophone, d'abord, elle parle assez peu le français, statistiquement. Et puis, les Africains dits francophones parlent généralement au moins 3 langues. Ils parlent le français, ils parlent une langue véhiculaire de leur pays, et puis, je dirais, une langue de terroir. Je me souviens d'avoir discuté avec une jeune brassavilloise dans les années 1980. Donc, elle parlait le français, comme vous et moi. Elle parlait l'anglais vraisemblablement mieux que moi, qu'elle avait appris à l'école. Elle parlait le lingala. Et elle parlait le lari, parce qu'elle était elle-même de Congo. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu rêves dans quelle langue? Elle a eu un moment d'hésitation et elle m'a dit en lingala. Donc voilà une jeune brassavilloise. Donc c'est aussi ça, si vous voulez, la langue par rapport à la culture. Compliqué. Merci beaucoup. Moi, je me retrouve pas mal dans ce que vous avez présenté ce soir, parce que mes identités sont multiples et je supporte pas qu'on m'assigne à un côté plutôt qu'un autre, et des dimensions, il y en a beaucoup. Maintenant, dans la réalité de ce que je vis, de ce qu'on vit tous, il y a quand même des situations où on a besoin d'outils pour essayer de mettre les mains sur la réalité à laquelle on fait face. Et moi, il y a un outil que j'utilise beaucoup depuis des années. Il y a un outil que vous connaissez forcément et que j'utilise beaucoup, qu'on connaît tous ici probablement. C'est les théories, la théorie des dimensions culturelles d'Hofstede. Avec, vous savez, probablement la capacité à gérer l'inconnu, le collectivisme versus l'individualisme, le short term versus le long terme, etc. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. C'est très utile et ça permet quand même d'arriver à des ensembles à peu près homogènes qui nous permettent d'adapter nos comportements. Voilà. J'aimerais vous écouter là-dessus. Je ne sais pas trop comment vous répondre, parce que nous sommes peut-être l'un et l'autre, enfin pas dans l'absolu, mais dans la discussion, sur des plans différents. Évidemment, moi, mon plan, mon job, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre les situations, etc. Et vous êtes professionnellement, vous êtes confronté à des situations auxquelles il faut répondre de manière pragmatique, souvent dans l'urgence ou dans des conditions assez dramatiques. Donc vous êtes plus dans une démarche, je dirais, de type procédural. C'est-à-dire qu'il vous faut un protocole, peut-être comme un médecin qui suit un protocole pour soigner quelqu'un. Bon, vous êtes confronté à des situations sociales où, au fond, vous avez besoin d'un protocole qui vous permet de répondre à la difficulté qui surgit. Alors moi, je ne suis pas certain que j'aurai exactement le même genre de protocole. Je pense que par rapport à une situation dans laquelle je devrais agir, la première question que je me poserais, ça serait celle de l'histoire, de l'historicité de la situation dans laquelle je suis. Je vais en prendre une illustration qui me vient comme ça à l'esprit, mais qui est assez utile et qui n'a pas grand-chose à voir avec vos terrains habituels. Bon. Il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu l'inondation, enfin des inondations dans le département de la Somme. Bon, la Somme a débordé et il y a eu d'assez graves inondations. Et il y a une rumeur qui a commencé à courir dans ce département de la Somme, selon laquelle
ces salauds de Parisiens avaient déversé la Seine dans la Somme pour éviter la réédition de l'inondation de 1910 à Paris. Alors, c'est pas qu'on n'aurait pas voulu. C'est vrai que ça nous aura arrangé, mais on n'avait pas les moyens de le faire à Paris. Et il n'y a pas de conduit, il n'y a pas de conduite. Et personne n'a jamais vu des camions-citernes aller de la Seine à la Somme pour déverser l'eau de la Seine dans la Somme. Donc, malheureusement, on ne pouvait pas le faire. L'explication de l'inondation était assez banale. Il avait beaucoup plu et la Somme débordait. Très bien. Mais évidemment, l'intéressant, c'est pourquoi cette rumeur. Bon, alors déjà, une société cartésienne comme la nôtre est capable d'avoir des rumeurs aussi bizarres que celles, par exemple, des vampires, des médecins vampires en Afrique subsaharienne. Bon. Et là, les historiens et les sociologues ont commencé à travailler sur le sujet et ils sont revenus avec l'hypothèse suivante, selon laquelle la Somme ne s'était jamais remise du traumatisme de la Première Guerre mondiale. Vous savez que les combats ont été effrayants dans la Somme. De la frustration de la reconstruction, où ils ont eu le sentiment, les habitants ont eu le sentiment qu'ils avaient été lâchés par le gouvernement, par Paris. Déjà ces salauds de Parisiens, par le bombardement d'Abbeville, qui a été extrêmement dur pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, d'une certaine façon, on peut penser que le vote Front National dans cette région, en Picardie, qui est assez élevé, renvoie aussi à cette situation historique très très particulière. Et l'hypothèse des historiens, c'est que en réalité, ce fantasme, enfin ce délire auquel donnait lieu le débordement de la Somme, était, Henri Bergson dirait, le souvenir du présent, ou la fausse reconnaissance d'un événement déjà vécu. Vous savez, quand on connaît tous plus ou moins, on a le sentiment de vivre une situation, de revivre une situation qu'on a déjà vécue. Bon. Donc en fait, la mémoire traumatique, où le présent se confond avec la mémoire que l'on a du passé. Par exemple, la mémoire traumatique de la Shoah, la mémoire traumatique du génocide des Arméniens. Et en l'occurrence, la mémoire traumatique de la Première Guerre mondiale. Et je pense que dans toutes les sociétés, vous avez une mémoire qui est souvent une mémoire de terroir historique. C'est un peu l'effet guerre des boutons, c'est-à-dire dans chaque village, moi par exemple en Ardèche, mon village c'est Pradon, de l'autre côté, c'est Chauzon, de l'autre côté de l'Ardèche, à 500 mètres, 300 mètres, il y a un autre village, Pradon. C'est la guerre des boutons. Ces deux villages ne peuvent pas se blairer et seule la présence du Parisien peut reconstituer une unité sacrée ardéchoise entre les deux villages. Bon. Donc là, vous avez une historicité de terroir qui renvoie à des très vieux conflits. Protestants versus catholiques, par exemple. C'est très très présent dans tout le Vivarais. Et je crois que en Afrique ou au Moyen-Orient, etc., c'est pareil. Quand vous êtes dans une ville, quand vous êtes dans un village ou dans une région rurale, vous avez une histoire, vous avez une mémoire historique. Et c'est très souvent cette mémoire historique qui va permettre d'expliquer des antagonismes, des alliances, des réticences, par exemple à une campagne de vaccination, ce genre de choses. Les conflits, les enjeux fonciers, etc. Donc moi, si vous voulez, mon protocole, il serait plutôt de l'ordre de l'historicité des sociétés, et notamment l'historicité, moi, de ce que je nomme de terroir historique, mais au sens où il y a des terroirs, enfin au sens français du terme. Et vous savez que le terroir, c'est un terme vinicole, mais qu'un terroir, ça s'arrête au centimètre près. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le Clos Vougeot, et derrière, c'est plus du Clos Vougeot, et la bouteille, elle ne vaudra pas le même prix. Je crois que les terroirs historiques, ils sont souvent comme ça, vraiment dans la délimitation micro. Et que de ce point de vue, les grandes catégories ethniques, religieuses, voire nationales, sont d'une utilité relative. Ça existe. Si vous êtes par exemple au Congo, Brazzaville et au Cameroun, vous savez que vous êtes dans deux pays différents. Et pourtant, ce sont deux pays qui ont été colonisés par la France. Leur histoire a été différente et la conscience politique, le style politique dans les deux pays n'est pas du tout le même. Le langage n'est pas le même, les attitudes ne sont pas les mêmes. Mais une fois que vous avez cette opposition, si vous êtes au Cameroun,
et que vous travaillez dans une région précise, vous devez avoir des clés de lecture beaucoup plus fines qui relèvent plus de l'ordre du terroir que des grandes catégories. Voilà, vous voyez, moi j'aurais plutôt ce genre de protocole. Donc, vous nous encouragez à regarder la trajectoire des situations. Si là, je pense à notre travail de terrain, ça, on l'entend bien. Est-ce que vous nous découragez de s'interroger sur la culture des lieux dans lesquels on travaille, ou est-ce que vous nous encouragez à la regarder dans ses dimensions relationnelles, situationnelles, je ne sais plus quelle est la troisième, les trois, ou juste on fait fausse route dès qu'on commence à s'intéresser à la culture comme cause ou... Non, enfin, comme cause, oui. Comme cause, oui. Ouais. Mais il faut s'intéresser à la culture parce que nous sommes tous des animaux culturels. Et c'est le grand historien français disait, Michel de Certeau, il disait, au fond, la culture, ça renvoie à deux choses très différentes. Il y a la culture que l'on reçoit par notre éducation, par nos parents, par notre socialisation. Et d'ailleurs, une bonne part de cette... Vous savez, Piaget distingue la connaissance verbalisée et la connaissance procédurale. Il y a une bonne part des choses que l'on apprend sans le savoir. Les goûts, sans les verbaliser. La bicyclette, on est incapable, si on commence à verbaliser notre manière de faire de la bicyclette, on tombe. Bon, donc il y a toute une série de choses qui relèvent de la connaissance procédurale, ce que l'on apprend par les gestes, à manger notre yaourt quand on est enfant sans s'en mettre plein le visage, etc. C'est pas verbalisable, c'est des choses qu'on apprend. Bon. Donc il y a toute cette culture que l'on hérite, parfois sur un mode procédural plutôt que sur un mode verbalisé, qui fait par exemple qu'une croyante musulmane française, par exemple d'origine catholique ou juive, ne portera jamais le hijab, le voile, de la même manière qu'une jeune fille qui a été élevée dans une famille musulmane. Parce que pour une jeune fille musulmane, la pratique du voile relève de la connaissance procédurale, alors que pour une Française, elle l'apprendra, enfin pour une Française, pour une Française d'origine chrétienne ou juive, elle l'apprendra péniblement au moment de son adolescence, de sa conversion, et elle n'aura jamais la technique du corps, l'incorporation du voile comme une petite Algérienne ou une petite Marocaine. Bon. Donc la culture, c'est ce que l'on hérite et c'est ce que l'on crée simultanément. Et l'héritage, on le crée aussi. Parce que bien sûr, la façon, par exemple, dont on lit Montaigne, donc on hérite de Montaigne à l'école, ça fait partie de la culture générale, très bien. Et la manière dont on lit Montaigne n'est pas du tout la manière dont, ne serait-ce que nos parents, et a fortiori nos arrière-grands-parents ou les gens du XVIe siècle, lisaient Montaigne. Donc il y a tout un travail d'énonciation. Et la culture, c'est ça. Moi, à partir du moment où on est bien clair sur le fait que la culture, ça n'est pas une essence, c'est un événement, c'est-à-dire une production, il faut s'intéresser à la culture des gens. Il faut s'intéresser à ce qu'ils lisent, il faut s'intéresser à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils contemplent, à ce qu'ils aiment, etc. Il faut s'intéresser évidemment à la manière dont ils font l'amour, à la manière dont ils disent l'amour, etc. Tout ça, effectivement, ça relève de cette dimension culturelle, mais qui est produite, et qui est produite par tout un chacun. Pas simplement la culture d'élite, c'est pas simplement... et une fois que vous dites, par exemple, par exemple, les Bétis au Cameroun, dans la région de Yaoundé. La culture Béti, oui, peut-être, parce qu'effectivement, ils ont une histoire commune. Donc, il y a des choses en commun. Ils ont des choses en commun. Mais la culture Béti des jeunes et des vieux, la culture des femmes et des hommes, la culture des anciens esclaves, parce qu'il y en avait dans la société Béti, et la culture des chefs de lignage, n'est pas forcément la même. Tout comme en France, la culture française, elle va varier d'une province à l'autre, d'un statut social à l'autre, d'un genre à l'autre, etc., etc. Vous voyez, donc moi, je parlerai plus de la dimension culturelle ou de la production culturelle. Et ça, bien sûr, on ne peut pas, je pense, y compris, mais je prêche à des convaincus, on ne peut pas, je pense, être un bon médecin si on ne s'intéresse pas aux gens, c'est-à-dire à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à eux en tant que producteurs de culture, en tant qu'êtres culturels produisant leur culture. C'est un peu la réponse que je tenterai. Merci.
Donc, parler de dimension culturelle, est-ce que la dimension universelle, comment dans votre travail ça articule le singulier et l'universel? Il n'y a pas, c'est pas, c'est très question du bac. Je repasse mon bac. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas un jeu à somme nulle entre l'universalité et la singularité. Il y a toujours une singularité historique. Mais ça n'est pas parce qu'il y a une singularité historique, par exemple, des Bretons en situation et des Corses ou des Parisiens, si tant est que ça existe, en situation, qui n'ont pas accès à l'universalité, si vous voulez. En fait, je vais dire les choses autrement. L'universalisation, déjà l'universalité, ça n'existe pas. Il y a une production d'universalité. Il y a l'universalisation. Et l'universalisation, elle procède toujours par réinvention de la différence. C'est-à-dire que la manière, on va dire par exemple que le catholicisme est une religion universelle. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'elle prétend être. Très bien. L'Église catholique, c'est l'Église universelle. Le catholicisme a essaimé en Afrique. Les Africains catholiques sont des catholiques comme les autres, sur un même pied d'égalité, mais leur catholicisme est sans doute à une singularité historique. Par exemple, les catholiques du royaume du Congo, qui sont convertis au catholicisme à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, ils ont une histoire de leur royaume catholique tout à fait particulière. Ils ont une représentation, ils vivent dans la dimension de l'invisible, entre autres, qu'ils vont conceptualiser d'une certaine manière, par exemple dans les termes de la sorcellerie. Leur catholicisme a une facture historique particulière, ce qui ne les rend pas moins catholiques. Donc ils participent à l'universalité catholique, mais ils réinventent une certaine singularité historique. Ce qui ne nous permet pas de les enfermer dans la catégorie indigéniste de l'africanité. Parce que si vous prenez un Français bien catholique et bien français, il croit à l'invisible aussi. L'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, si ce n'est pas de l'invisible, qu'est-ce que c'est? Le principe de la Sainte Trinité, on est quand même... alors nous, on va dire le mystère. Ce qu'on appelle la théorie de la sorcellerie, c'est une théorie du pouvoir. C'est une théorie des relations, notamment des relations familiales, comme relations de pouvoir. Moi, j'ai toujours été frappé des extraordinaires affinités électives entre la représentation de la sorcellerie dans les sociétés africaines et l'antipsychiatrie britannique des années 1960-1970. Len Gesterson nous parle d'histoire de sorcellerie, qui serait caractérisée, qui serait énoncée dans le vocabulaire de la sorcellerie en Afrique subsaharienne. Mais c'est exactement une relation sorcellaire entre, par exemple, la mère et l'enfant. Et si vous prenez le livre de Fabre Saada sur la sorcellerie dans le bocage, on est dans un... Alors oui, vous avez des singularités historiques, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, etc. Mais il y a une véritable universalité. Et la dimension de l'invisible est universelle, elle n'est pas spécifiquement africaine. Les Taïwanais vont consulter je ne sais quel oracle pour savoir dans quel sens construire leur immeuble. Parce que ça relève de la géomancie, et c'est la dimension de l'invisible. Si vous regardez des films asiatiques de kung-fu ou des films coréens, la dimension, ou japonais, la dimension de l'invisible est omniprésente. Donc vous n'avez aucun exotisme dans cette notion. Elle participe de l'universel, même si effectivement il y a une historicité de l'invisible d'une société à l'autre. Vous voyez, donc je crois qu'il n'y a pas un jeu à somme nulle et que tous les phénomènes universels religieux, mais également économiques, le néolibéralisme est réinventé d'une société à l'autre. Et le néolibéralisme,
c'est un euphémisme, du Parti communiste chinois, grand acteur du capitalisme contemporain, n'a pas grand-chose à voir avec le néolibéralisme d'un Macron ou d'un Trump. Donc, encore une fois, pour moi, c'est cette tension entre l'universalité et la singularité historique ou l'historicité des sociétés qui est intéressante. Mais ça n'est pas un jeu à somme nulle entre les deux, c'est une tension créatrice. Notre universalisme français dont nous nous flattons, il a un côté enzyme glouton, c'est-à-dire qu'on a mangé, entre guillemets, les cultures du monde entier pour constituer cet universalisme, à commencer par notre identité judéo-chrétienne, qui est quand même des religions de métèques, à l'origine, que nous avons fait le nôtre. Donc c'est ce processus d'appropriation dont Marx dit bien qu'il est un processus de création. L'appropriation chez Marx, c'est la création. Quand nous nous approprions, quand nous approprions une représentation étrangère, une cuisine étrangère, etc., nous la réinventons. Les Indiens ont fait, l'Inde a fait de même avec le parlementarisme britannique, elle a complètement réinventé. Les sociétés africaines francophones ont repris le modèle de la Ve République et l'ont complètement réinventé dans un contexte de régime de parti unique. Mais la souche était très claire, etc., etc. Donc c'est ce travail vraiment de production culturelle, mais qui n'est pas antithétique du principe d'universalité. Très bien, merci. La conférence touche à sa fin. Pour ceux qui voudraient approfondir, vous pouvez lire l'article de Jean-François Bayard, Dessine-moi un méma, il en parlait tout à l'heure. Pour citer quelques-uns de ses livres aussi, donc L'État en Afrique, la politique du ventre, L'illusion identitaire, dont je vous parlais au tout début, L'islam républicain, Ankara, Téhéran, Dakar, Paris. Côté Crash, il y a la conférence de Nicolas Mariot qui est maintenant en ligne sur notre site, sur le site du Crash. Et dans cette conférence, donc, Nicolas Mariot présentait 2 approches d'explication des violences de masse, l'approche culturaliste et l'approche situationnelle. Donc c'est dans la même lignée de ce que nous a dit ce soir Nicolas Mariot. C'est vraiment la fin, là. Hein. Oui, c'est un acte manqué. Merci beaucoup Jean-François Bayard, on a été ravis de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup.